Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue pour la suite de Comment tuer un monstre. Oh, il y a pas mal de reflets là-dedans, mais carreau. Ici, ambiance de pluie, car il pleut sous mon toit, donc ambiance aussi bleutée, couleur océan. Je n'ai pas mis les bougies du coup parce que ça ferait un peu bizarre, mais je vois bien justement le livre. J'espère que vous allez bien. Désolé pour la... Vous savez quoi, je vais enlever mes lunettes le temps de vous parler et après je les remettrai pour lire. Désolé pour la vidéo qui était assez courte de la partie 2. Pourtant j'avais filmé plus longtemps que ça, mais après montage, cette fois-ci je pense que la vidéo elle devrait être plus longue. En général quand les deux premières vidéos font 30-40 minutes, la troisième elle fait plus d'une heure. Donc, où est-ce qu'on s'était laissé la dernière fois? Comme je l'ai dit, hein, les enfants ont découvert là, en jouant à cache-cache. Ah oui, je suis en train de me souvenir au fur et à mesure d'essayer de vous expliquer. Les enfants Barbara et Colin sont en train de jouer à cache-cache, ils ont découvert la porte, ils sont poursuivis par un monstre dans la maison, à tête de croco et à corps de singe, je pense, corps de gorille, et à coups de crêpe au mur, évidemment. Et ils ont entendu une voiture, mais pensant que c'était la voiture qui venait pour les grands-parents, en fait, ils se rendent compte que non seulement ils sont enfermés de l'extérieur, mais c'est la voiture qui... La voiture se barre, elle n'arrive pas. Donc, suspense, où est-ce que ça va nous mener? Comme d'habitude, hein. Installez-vous confortablement, je me remets mes lunettes pour pouvoir lire, qui sont dégueulasses, et je vous souhaite une bonne écoute. Pourquoi nous ont-ils enfermés? Dis-je, en pleurnichant. Le plafond se mit à trembler au-dessus de nos têtes, provoquant un vacarme infernal. Dans le salon, les cadres contenant les photos se fracassèrent sur le sol. Qu'est-ce qui se passe encore? Bégaya Colin en levant les sourcils. La créature descend, elle nous cherche, il faut qu'on débarrasse le plancher. Arrivé dans la cuisine, je tournai le bouton de la porte vitrée du fond, tirant aussi fort que je pouvais, mais sans succès. Elle aussi était fermée, et pas la moindre clé dans les parages. En proie à la panique, nous fîmes le tour de la maison comme des fous. Mais il n'y avait rien à faire. Toutes les issues étaient condamnées. Et casser les carreaux n'aurait servi à rien, puisqu'il y avait des barreaux. Les pas du monstre se rapprochaient. Comment les grands-parents avaient-ils pu nous jouer un tour pareil? Comment? Cette question m'obsédait. Tout à coup, j'eus une idée de génie. J'entraînai Colin vers la bibliothèque du premier étage. Là se trouvait la seule fenêtre coulissante de la demeure. Si nous parvenions à soulever le battant inférieur, nous pourrions nous échapper en sautant depuis le rebord, la hauteur n'étant pas très importante. Redoublant d'énergie, nous tentâmes de faire glisser ce battant, mais, malgré nos efforts, elle ne bougea pas d'un millimètre. « Regarde !» dit Colin d'une voix étouffée, en me montrant deux clous rouillés qui la bloquaient. « Ils les ont plantés de l'extérieur. »« Mais comment ont-ils pu nous faire ça ?» répétai-je, hébété. « Il n'y a qu'une solution, lança Colin qui reprenait courage. Casser le carreau. » Il passa à l'acte et tapa dessus avec ses poings fermés. « Tu es fou, quoi ?» criai-je. « Tu vas te blesser. Il faut trouver quelque chose de dur pour... » La phrase resta suspendue à mes lèvres, interrompue par un craquement assourdissant qui provenait d'en haut. Il fut suivi d'un concert de fausses notes. C'était le piano. « Qu'est-ce qu'il fabrique ?» s'inquiéta Colin. « Il doit s'amuser avec le piano ?» Effectivement, le parquet, le plafond, les murs se mirent à trembler tandis que le monstre promenait l'instrument de long en large de la pièce. Le vase de porcelaine, la vaisselle de cristal, les petits animaux en verre glissèrent de la table et se brisèrent sur le sol. Des dizaines de livres tombèrent de leurs étagères. Serrés l'un contre l'autre, nous nous bouchâmes les oreilles. Recroquevillés sous le plancher, nous attendîmes que cette avalanche cesse. « Passe-moi ça, dis-je à Colin en lui montrant le lourd chandelier en bronze. Et écarte-toi. » Je me relevai et pris mon élan. J'allais jeter l'objet contre la vitre quand des gémissements se firent entendre. C'était Kilim. Il aboyait dans la salle de bain du deuxième. « Oh non !» m'écriai-je. « Le monstre a attrapé notre chien !» Serrant le chandelier contre ma poitrine, je courus vers l'escalier en entraînant Colin. Il fallait sauver Kilim à tout prix. Je grimpai les marches à toute vitesse et m'arrêtai sur le palier du deuxième étage. Je jetai un coup d'œil au fond du long couloir. Il était vide. Le silence était total.
juste troublé par la respiration haletante de Colin et par les battements de mon cœur. Reprenant courage, nous avançâmes sur la pointe des pieds vers la salle de bain. La porte était fermée. Je saisis la poignée, la tournai difficilement car ma main était toute noire. J'entrebâillai le battant et glissai un œil à l'intérieur. Il n'y avait rien. Sentant le souffle de Colin dans mon cou, je poussai un peu plus pour qu'il puisse voir aussi. « Kilim !» fis-je, soulagé. Le brave chien était dans la baignoire, recroquevillé sur lui-même. Affolé, mais sain et sauf. Il me regarda avec ses yeux tendres, remua légèrement la queue et se mit à aboyer. « Chut ! Tais-toi !» lui dis-je en le caressant. « Le monstre va nous repérer. » Comme pour le faire exprès, il aboyait encore plus fort, tellement fort que j'entendis à peine la voiture qui arrivait. « Chut, mon chien ! Tu as entendu ça ?» dis-je en me retournant vers Colin. « Une portière qui claque !» lança-t-il, étonné. « Oui, tes grands-parents sont revenus. Je suis sûr qu'ils étaient partis chercher du secours. »« Ne bouge pas !» ordonnai-je à Kilim en sortant de la salle de bain. « Reste sage !» Colin ferma la porte à clé derrière nous et nous dévalâmes l'escalier jusqu'au rez-de-chaussée. « Je savais bien qu'il ne nous abandonnerait pas !» m'exclamai-je en arrivant dans l'entrée. Mais juste à ce moment-là, le moteur redémarra et les pneus crissèrent sur les graviers. « Non, ne partez pas, je vous en supplie !» hurlai-je, tapant sur la porte à grands coups de poing. « Ne partez pas !» Malheureusement, mes appels ne servirent à rien. Désespéré, je baissai la tête et remarquai alors qu'un télégramme rose avait été glissé sous la porte. Il nous était destiné. Le ramassant d'une main tremblante, je l'ouvris et lus le texte. « Désolé les enfants, nous ne rentrons pas avant la semaine prochaine. Nous avons plus de travail que prévu. » Un message téléphoné des parents. Soudain, je compris que cette auto n'était pas celle de mes grands-parents, mais celle de l'épicier du village, M. Donner, qui avait apporté le pli. Le grondement du monstre résonna brusquement dans toute la maison, interrompant mes pensées. Je me retournai d'un seul coup, envahi par un étrange pressentiment. Colin avait disparu. « Colin, où es-tu » m'écriai-je. Les hurlements de la créature devenaient assourdissants et de plus en plus menaçants. « Colin ! Colin !»« Barbara, viens vite !» répondit-il. Son appel désespéré venait de la cuisine. « Barbara, Barbara, vite !» répétait Colin d'une voix angoissée. « J'arrive. Tiens bon !» répondis-je en me précipitant à travers le salon. Alors que je contournais le divan, je trébuchai sur le tapis et tombai. Ma tête heurta violemment le sol et les appels incessants de Colin me parvinrent de très loin. Le sang battit à mes tempes et j'eus beaucoup de mal à me remettre debout. « Barbara, Barbara !» continuait Colin, plus excité que jamais. « J'arrive !» répétai-je, complètement étourdi. Soudain, le grognement de la bête retentit comme un coup de tonnerre dans toute la maison. Aucun doute, il fallait que j'aide Colin. Il lui était arrivé quelque chose. Le monstre l'avait attrapé. « Tiens bon, Colin, j'arrive !» dis-je en titubant, tandis que le rugissement de la créature continuait de faire trembler les murs. Une fois dans la cuisine, je trouvai Colin debout près du réfrigérateur et... tout seul. « Mais où est-il » bredouillai-je en regardant autour de moi. « Où est qui ?»« Le monstre, enfin !» Intrigué par mon air hébété, Colin répliqua tranquillement. « En haut, évidemment. Mais pourquoi tu as mis si longtemps à venir ?» Sans attendre ma réponse, il me montra la porte du réfrigérateur. « Regarde un peu ça !» 2 enveloppes étaient fixées par des aimants. « Et c'est pour me dire ça que tu criais comme un fou ? Je me suis cogné la tête en venant à ta rescousse. Je croyais qu'il t'avait attrapé. Les 2 lettres nous sont adressées et elles portent chacune un numéro, 1 et 2. Elles sont de Rose et Eddie. »« Ils nous ont laissé des lettres ?» m'exclamai-je. « Je n'arrive pas à y croire. » Colin s'en saisit en tremblant et décacheta la première. Il parcourut le texte, marmonnant de manière totalement incompréhensible. Je n'y compris rien. « Donne-moi ça, dis-je en tendant la main. » Mais il refusa de me donner la lettre de grand-père et sauta en arrière. « Colin, dis-moi ce qu'il raconte au moins !» protestai-je. Il fit semblant de ne pas m'entendre et continua de lire en remontant ses lunettes sur son nez. Quand il arriva en bas de la page, il écarquilla les yeux. Des yeux qui exprimaient la terreur absolue. « Colin, répétai-je, impatiente. Qu'est-ce qu'il raconte ?» La feuille tremblait entre ses doigts.
Il commença à lire à haute voix. « Écoute-moi ça, c'est à peine croyable. Chère Barbara et Colin, nous sommes désolés, mais nous avons dû partir, car un monstre des marais est rentré dans la maison il y a 3 semaines. Nous avons réussi à l'entraîner par ruse dans la chambre du 3e, celle qui est fermée à clé. Mais nous ne savons pas quoi en faire. Puisque nous n'avions pas de voiture, nous ne pouvions pas aller téléphoner chez M. Donner pour demander de l'aide. Alors nous avons vécu dans l'angoisse. Nous n'osions pas le libérer, tellement il était furieux. Il aurait pu nous tuer. Mes genoux commencèrent à s'entrechoquer. Nous ne voulions pas en parler à vos parents, poursuivit Colin. Sinon, ils ne vous auraient pas laissé venir. Et vous savez que les visiteurs sont rares ici. Nous avions tellement envie de vous voir. Mais, à présent, je pense que nous avons eu tort. Vous auriez mieux fait de partir à Atlanta avec eux. Ils pensent qu'ils ont eu tort, m'écriai-je, révolté. Mais je rêve. Tu imagines ça, Colin? Ils pensent. Colin releva la tête. Son visage était devenu blême et ses taches de rousseur avaient disparu. Il secoua la tête, assommé par cette épouvantable nouvelle, mais trouva la force de continuer. Il a toujours faim. Nous l'avons nourri en lui passant des plats par un trou que Eddie a pratiqué dans la porte du fond. Nous savons que ce n'est pas bien de nous enfuir ainsi, mais nous devons aller chercher du secours. Heureusement, nous avons récupéré notre voiture ce matin. Nous reviendrons dès que nous aurons trouvé quelqu'un qui saura ce qu'il faut faire avec ce genre d'animal. Nous avons dû vous enfermer à l'intérieur de la maison pour être certains que vous n'irez pas vous promener dans les marais tout seul. Ils sont dangereux. Dangereux, m'indignai-je. On est en plein délire. Ils nous abandonnent tout seuls avec une bête sanguinaire et ils nous empêchent de sortir. C'est un comble. Ils sont devenus fous, ma parole. Colin approuva d'un signe de tête et reprit sa lecture. Nous sommes réellement désolés, mais n'oubliez pas une chose très importante. Vous serez en sécurité si... La créature poussa alors un hurlement tellement puissant que Colin en laissa tomber la lettre qui glissa sous le réfrigérateur. « Vite, Colin, ramasse-la » m'écriai-je. Il s'allongea sur le sol, espérant mettre la main sur cette maudite feuille. Mais il ne réussit qu'à la repousser un peu plus loin. « Arrête, lui ordonnai-je, fais attention !» Il ne m'écouta pas et recommença ses manœuvres désordonnées, la faisant totalement disparaître. « Qu'est-ce que tu as lu après » hurlai-je, hors de moi. « Qu'est-ce qu'il raconte ? Vous serez en sécurité si... Si quoi ? C'est là que je me suis arrêté. Je l'aurais étranglé. Parvenant à me calmer, je cherchais désespérément un objet qui nous permettrait de déloger le message. Mais je ne trouvais rien qui fût assez mince et long. Tout était trop gros ou trop court. Colin fouilla tous les tiroirs du buffet. Rien. Sur le palier du dessus, le monstre s'agitait. Dans la cuisine, un plat en faïence tomba de son étagère et se fracassa en 1000 morceaux. « Non, c'est pas vrai !» dis-je, en voyant le plafond se fendiller. « Il descend !» « Colin, il faut déplacer le réfrigérateur. Il faut connaître la fin de cette lettre. » Rassemblant nos forces, nous tirâmes le frigo aussi fort que possible. La bête, pendant ce temps, poussait des rugissements furieux au premier étage. Nous redoublâmes d'efforts. Le frigo commença enfin à remuer. Colin s'agenouilla et regarda en dessous. « Pousse encore un peu, me dit-il. J'aperçois un coin de la feuille. » Je parvins à bouger le réfrigérateur de quelques centimètres en puisant dans ma dernière ressource. Colin attrapa le précieux mot de grand-père. Il le secoua pour enlever la poussière. « Mais lis enfin, lis !» trépignai-je. « Vous serez en sécurité si... » Retenant mon souffle, j'attendis que Colin finisse la phrase qui allait peut-être nous sauver. « Vous serez en sécurité si vous n'ouvrez pas la porte qui l'empêche de sortir. » C'est tout ? Ils ne disent rien d'autre ? Ils doivent bien ajouter quelque chose. Oui, juste quelques mots. Et Colin continua. Je vous en supplie, ne vous approchez pas de cette porte. Ne l'ouvrez jamais. Pour ça, c'est trop tard, marmonnai-je, les larmes aux yeux, comprenant que notre situation était désespérée. Si le monstre s'échappe, vous n'aurez qu'une solution, le tuer. Épouvanté, il leva les yeux de la feuille. Barbara, c'est tout ce qu'il dit. Si le monstre s'échappe, vous n'aurez qu'une solution, le tuer. Vite, ouvre l'autre lettre. Ils doivent nous donner d'autres conseils, plus judicieux. Colin commençait à décacheter la seconde enveloppe lorsque des pas lourds ébranlèrent le sol du rez-de-chaussée. Oui, il était là, dans le salon. C'était la pièce voisine. « Dépêche-toi, Colin !» criai-je. « Ouvre cette lettre !»
Ses doigts tremblaient tellement qu'il ne parvenait pas à déchirer le rabat. Soudain, il s'arrêta en entendant la respiration sifflante, profonde, de plus en plus près. Plus la créature s'approchait, plus mon cœur s'emballait. Et lorsque le souffle de la bête fut assourdissant, je crus qu'il allait exploser dans ma poitrine. « Le voilà, il vient nous chercher !» cria Colin en mettant l'enveloppe cachetée dans sa poche. « Vite, filons !»« Qu'est-ce qu'on va devenir ?» gémit Colin. « Il est dans la pièce à côté. »« On va... Aïe !» Je ne pus terminer ma phrase. En me précipitant vers la porte, je venais de heurter violemment le pied de la table avec ma jambe, ce qui m'arracha un cri de douleur. J'essayai de plier le genou, le serrant entre mes mains, mais il me faisait très mal. Surmontant la douleur, je réussis à pivoter sur moi-même, et alors, je le vis. Le monstre. Il était dans la cuisine, il se dirigeait vers nous. Me fixant de ses yeux globuleux et horribles, la créature des marais émit un long rugissement. Les veines de son cou se gonflèrent sous son épaisse peau de crocodile. « Vite, courons, Barbara !» hurla Colin. « Allons nous cacher !» Me tirant vers lui, il me fit sortir de la cuisine. Nous réussîmes à éviter le monstre. Bien que très menaçant, il avait du mal à se déplacer rapidement. Nous nous ruâmes vers l'escalier. « Il faut trouver un endroit !» haleta Colin. « En attendant que les grands-parents reviennent, avec du secours. »« Ils ne reviendront jamais, » m'écriai-je en grimpant les marches 4 à 4. « Jamais, avec ou sans aide. »« Mais ils nous l'ont promis, » rétorqua mon demi-frère. « Ils l'ont écrit dans leurs lettres, rappelle-toi. »« Tu es trop naïf, Colin, » dis-je en m'arrêtant au 2e étage pour reprendre mon souffle. « Qui les croira quand ils affirmeront qu'un monstre des marais est emprisonné dans leur maison ?» Comme il ne répondait pas, je le fis à sa place. Personne. Tout le monde pensera qu'ils délirent, qu'ils sont devenus fous ou gâteux. Non, pleurnicha Colin, on finira bien par les croire. Rose et Eddie sauront les convaincre. Ils trouveront bien quelqu'un de courageux qui acceptera de les aider. C'est ça, tu as raison, fis-je, ironique. D'ailleurs, imagine-les en train de demander « Serez-vous assez aimable pour nous aider à tuer une bête sanguinaire ?» Je te parie qu'il y aura des tas de volontaires. Mais je m'arrêtai brusquement de parler en entendant la respiration sifflante de la créature. Me retournant, je la vis en bas de l'escalier, nous fixant, l'air plus féroce que jamais. Tandis que nous reculions lentement, elle ne nous quittait pas des yeux. « Il faut trouver un moyen de le tuer, » décidai-je. « C'est ce qu'ils ont écrit dans leurs lettres. »« C'est bien joli, mais comment ?» chuchota Colin. « J'ai une idée, suis-moi. » Nous passâmes en courant devant la salle de bain où Kilim était enfermé. « Prenons-le avec nous, » dit Colin en s'arrêtant. « C'est trop dangereux de le laisser seul ici. »« On n'a pas le temps, ne t'inquiète pas pour lui, tout ira bien. » J'en étais pas certaine, mais nous étions pressés. Le monstre était déjà arrivé au 2e étage. Immobile sur le palier, il leva ses mains au-dessus de sa tête, tenant encore dans l'une d'elles un pied de la table sur laquelle j'avais buté. Les yeux étincelants de colère, il me dévisagea, puis gronda. Il écumait de rage. Il passa sa longue langue de serpent sur ses lèvres épaisses et, furieux, cassa le pied sur sa cuisse. Le morceau éclata en de longues échardes qu'il lança violemment dans notre direction, sans nous atteindre, heureusement. « Filons !» cria Colin, tandis que les éclats de bois rebondissaient sur le mur. Nous montâmes l'escalier jusqu'au 3e étage. Le monstre nous suivait. Son pas lourd faisait trembler la maison. « Il va nous rattraper !» gémit Colin. « Qu'est-ce qu'on va faire ? Tu disais que tu avais une idée. Ce serait le moment de t'en souvenir. » Autrefois, il y avait un escalier au bout du couloir du 3e étage, dis-je, en courant aussi vite que mes jambes en coton le permettaient. Il s'est décroché, et maintenant, il y a un grand trou. Tu as dû t'en apercevoir quand on joue à cache-cache. Non, je ne suis pas allé jusque-là. Écoute, il reste juste la rampe. On va s'y suspendre dès qu'on y sera. Le monstre va nous poursuivre et tombera comme une masse dans le vide. Un rugissement puissant me fit frissonner. La bête nous suivait, péniblement, mais elle nous suivait quand même. Viens, Colin, dépêchons-nous. Et si ça ne marche pas, qu'est-ce qui se passera s'il est seulement blessé? Il deviendra encore plus furieux, non? Demanda Colin d'une voix tremblante. Ne pose pas autant de questions. Il faut que ça marche. Un point, c'est tout, rétorquai-je d'un ton qui ne supportait pas la réplique. Le monstre hurlait de rage, et nous courûmes,
encore plus vite. Il n'était plus qu'à quelques enjambées de nous. Nous y sommes, Colin. Attrape la rampe. Vite, criai-je. Mon cœur battait à tout rompre, prêt à exploser. J'étais proche de la crise cardiaque. M'agrippant à la barre en fer avec l'énergie du désespoir, je rebondis durement sur le mur d'en face et restai suspendu au-dessus du trou noir. Colin fit de même et se retrouva à mes côtés. C'est alors que le monstre tourna au coin du couloir. Mon plan était-il le bon? Allait-il vraiment tomber dans le vide? Et si c'était le cas, se tuerait-il? Était-ce le bon moyen pour éliminer une créature aussi épouvantable? Le monstre surgit et se cogna brutalement contre la rampe. Ses yeux étaient devenus tout rouges. De sa gueule béante partit un affreux rugissement. Déséquilibré, il se balança d'avant en arrière, essayant désespérément de ne pas tomber. Puis, il plongea dans le vide. Quand il l'atterrit tout en bas, il eut un choc sourd. Puis ce fut le silence. Colin et moi étions accrochés à la barre en fer rouillée qui commença à craquer sous notre poids. Mes mains me faisaient mal. Mes doigts s'engourdissaient. Je savais que je ne pourrais pas tenir plus longtemps. En bas, notre agresseur ne donnait pas un signe de vie. Scrutant l'obscurité, j'essayais de détecter un mouvement, mais il faisait trop sombre. « Mes doigts glissent !» gémit Colin. Balançant ses jambes, il les accrocha à la rampe et remonta centimètre par centimètre jusqu'à ce qu'ils atteignent le plancher. Une fois en sécurité, il s'assit. Il me tendit la main et m'aida à le rejoindre. Nous nous penchâmes alors au-dessus du trou, mais ne pûmes rien discerner. L'obscurité était totale, comme le silence. « On l'a eu, on l'a tué !» triomphai-je en sautant de joie. « On a tué le monstre !»« On l'a eu !» répéta Colin en m'imitant. Nous descendîmes l'escalier en courant et fîmes sortir Kilim de la salle de bain. « Tout va bien !» lui dis-je en le serrant dans mes bras. L'affreuse bête est morte. « Cherchons une issue. Partons vite d'ici, s'écria Colin. Allons à pied jusqu'à la ville. On appellera les parents depuis l'épicerie et on leur demandera de venir nous délivrer. Tout heureux, nous dansions presque en arrivant à la bibliothèque du premier. Reste ici et tiens Kilim, je vais casser cette vitre pour que nous puissions nous échapper. Malheureusement, le chandelier dont j'avais voulu me servir tout à l'heure était introuvable. Attends-moi ici, j'ai dû le laisser en haut. Je reviens tout de suite. Tandis que je me précipitais vers la salle de bain où je pensais l'avoir déposé, une seule idée me motivait. Filer dehors au plus vite, quitter cette maison de malheur, ces lugubres marécages, et raconter à papa et Lucie à quel point ils avaient été inconscients de nous abandonner dans une maison habitée par un monstre des marais. Je montais l'escalier qui menait au 2e étage. Je m'arrêtai brusquement à 3 marches du palier. Un faible grognement me fit tendre l'oreille. Était-ce Kilim ? Non, mon chien ne grognait pas ainsi. Et puis, j'entendis des pas lourds, ceux de l'horrible créature. Elle était là, de plus en plus près. Elle n'était donc pas morte. « Colin !» hurlai-je. Je revins à la bibliothèque, les jambes en coton, tremblant de tous mes membres. « Colin, le monstre est encore vivant !» L'immense pièce était vide. « Colin, où es-tu » hurlai-je. « À la cuisine !» répondit-il tranquillement. « Je donne à manger à Kilim. » Je rejoignis le rez-de-chaussée plus vite qu'une fusée. Je les trouvai tous les deux, assis par terre, Kilim lapant de l'eau avec satisfaction. « Il ne s'est pas tué en tombant !» m'écriai-je. Horrifié, Colin resta bouche bée. « Il doit être complètement enragé, c'est affreux, qu'est-ce qu'on va faire ?»« J'ai une autre idée. En attendant, cache Kilim dans le réduit du fond. J'espère que ton idée est meilleure que la première. »« C'est trop facile. Tu en as une, toi ? Propose autre chose si tu veux. » Évidemment, il n'avait rien à proposer. Colin entraîna Kilim dans le cagibi. De mon côté, je pris l'une des tartes à la rhubarbe qui traînaient sur la table. « Le monstre est vorace et gourmand, rappelai-je. Alors on va mettre le gâteau bien en évidence, pour qu'il le voie. Il ne pourra pas s'empêcher d'en avoir envie et de le manger. Mais ça ne lui prendra qu'une minute, il va l'avaler en une bouchée. Et après, il nous... Eh bien non. Et tu sais pourquoi ? On va empoisonner cette tarte, la farcir de poison. »« Tu crois ? Tu crois vraiment ?» fit Colin, songeur. « Et si ça ne marchait pas ? Écoute, on n'a pas le choix. Il faut bien tenter quelque chose. » Je regardais sous l'évier.
Je pris une bouteille de térébenthine si bien fermée que j'eus du mal à dévisser le bouchon. « Burk, ça sent mauvais !» se plaignit Colin en se bouchant le nez. Lorsque j'eus déversé toute la bouteille, la tarte luisait et ruisselait. « Bon, trouvons quelque chose pour absorber la térébenthine. »« Ah, ça devrait faire l'affaire !» dis-je à Colin en lui montrant un bidon de produit à déboucher les éviers. Je déposai une bonne couche de cristaux bleuâtres qui firent pétiller la rhubarbe. « Ça devrait suffire, » estima Colin. Ignorant sa remarque, je replongeai sous l'évier et en ressortis un flacon de Morora. Parfait. Ensuite, je complétai la mixture avec un peu d'ammoniac. « Dépêche-toi, il arrive !» annonça Colin. « Je l'entends, il est juste à côté. » En effet, plus proche, les grondements me firent sursauter. Je terminai ma préparation avec une bonne couche de peinture orange. « Assez comme ça, » dit Colin, pris de panique. « D'accord, d'accord, je veux seulement que ça ne rate pas, » fis-je en ajoutant une bonne pincée d'antimite. « Vite, Barbara, le voilà !» cria Colin. À peine avions-nous trouvé refuge sous la table que le monstre s'avança lourdement. Dans notre cachette, je le vis remuer sauvagement ses bras et jeter par terre tout ce qui se trouvait à sa portée. La vaisselle, les verres, les bouteilles. Lorsqu'il se tourna vers nous, mon cœur faillit s'arrêter de battre. Hésitant, il fit un pas en direction de la table, puis un autre. Serrés l'un contre l'autre, nous tremblions comme des feuilles. Soudain, je compris avec horreur qu'il nous avait repérés. Nous étions coincés. Qu'allait-il faire de nous? La bête arriva si près de la table que je sentis l'odeur aigre de sa fourrure. Terrorisé, Colin ne pouvait s'empêcher de geindre tout bas. J'appliquai mes 2 mains sur sa bouche et fermai les yeux. Le monstre reniflait tout, comme un chien qui cherche un os. Quand je rouvris les yeux, il s'était éloigné et je poussai un soupir de soulagement. La créature continuait de flairer bruyamment, comme si elle cherchait quelque chose. Elle inspecta le frigidaire, le poêle, arpentant la cuisine de son pas lourd. Le monstre avait senti notre odeur, mais ne nous avait pas encore découvert. « Mange mon gâteau, mange-le, je t'en supplie, » murmurai-je. Retournant vers le poêle, il arracha la porte du four de ses gonds et la jeta en travers de la pièce. Elle heurta le mur avec un bruit horrible qui effraya tellement Colin qu'il sursauta et se cogna la tête contre la table. Il gémit de douleur. « Regarde ça !» lui chuchotai-je à l'oreille. Le monstre sortit 2 gâteaux qui étaient restés dans le four et les enfourna dans sa gueule. Si seulement ça avait été le nôtre. S'il mange tout ça, il n'aura plus faim pour la tarte, se lamenta Colin. C'était mal connaître cette bête immonde. Elle se remit à arpenter pesamment la cuisine en reniflant toujours. Il a encore faim, constatai-je. Vas-y, mange notre délicieuse tarte. Alors, il se dirigea vers le buffet où je l'avais mise bien en évidence. Il s'arrêta. Génial, il l'avait vue. Il la considéra un moment, puis la porta à son nez et mordit dedans. « Ça y est, il la mange !» chuchotai-je, excité. Une bouchée après l'autre, il la dévora jusqu'au dernier morceau. Puis il se lécha les babines et les paumes tout en se frottant l'estomac. Aussi incroyable que ça puisse paraître, il avait aimé notre tarte empoisonnée. Je n'en croyais pas mes yeux. Le monstre des marais passa sa longue langue de reptile sur ses lèvres et ramassa les miettes. « Ça n'a pas marché. Il a adoré ça, » dit Colin, d'un ton génial. « Qu'est-ce qu'on va faire ?» Ramenant ses 2 genoux contre sa poitrine, il les tint serrés dans ses bras pour les empêcher de s'entrechoquer. Soudain, la bête émit un long grognement. Les yeux exorbités, elle laissa échapper un râle étouffé et se prit le cou à 2 mains. Son estomac gargouilla effroyablement. Poussant un cri de douleur et de surprise, elle tomba sur le sol, toute raide. « Cette fois, ça y est, on l'a eu !» triomphai-je. Je quittai notre cachette et examinai notre victime de loin, préférant rester à distance au cas où cette bête immonde ne serait pas tout à fait morte. Je restai là, un long moment, à regarder ses paupières couvertes d'écailles, enfin fermées. Son corps était immobile, sa poitrine ne se soulevait plus. « Tu crois qu'il est vraiment mort ?» bégaya Colin. « Oui, et pour de bon, on lui a réglé son compte cette fois. » Laissant éclater ma joie, je me mis à chanter. « On a réussi, on a réussi. »
Colin sortit les créatures de la vase de la poche arrière de son jean et lança la BD à travers la pièce. Elle atteignit la tête du monstre. « Je ne lirai plus jamais des idioties pareilles, jura-t-il. Kélim gratta à la porte du KGB et j'allais lui ouvrir. Tout heureux, il se rua dans la cuisine et j'eus beaucoup de mal à le calmer. « Tout va bien maintenant, tout est fini, mon chien, le rassurai-je. Machinalement, je jetai un coup d'œil dans la pièce où nous l'avions enfermé. Dis donc, Colin, il y a une porte qui mène dehors et une fenêtre. Si on essayait de s'échapper par là? En pénétrant dans ce réduit, je me pris les pieds dans un manche à balai qui traînait sur le sol. Malgré la pénombre, je remarquai 2 pelles rouillées, appuyées contre le mur, et un tuyau d'arrosage gisant sur le côté opposé. Par la fenêtre, j'aperçus le petit sentier qui s'enfonçait dans le marécage. Où pouvait-il conduire? À la ville? Ou dans les marais? Peu importe, le plus urgent était de nous enfuir de cette maudite maison. « C'est comme si c'était fait, m'écriai-je. On est presque libre. »« Oui, seulement la porte est fermée à clé, comme les autres, constata Colin. « Ce n'est pas grave, je vais casser la vitre. » Les pelles étaient suffisamment lourdes pour briser un carreau. Je parvins à en soulever une et pris mon élan. Au moment où j'allais la lancer, je sentis le sol trembler sous mes pieds et j'entendis un grondement. Celui du monstre. Non, il n'était toujours pas mort. L'horrible créature apparut sur le seuil et fit un grand pas en avant. Son crâne affreux racla l'embrasure de la porte comme une lime, mais la bête n'eut pas l'air d'en être gênée. Collés contre le mur du fond, Colin et moi poussâmes un hurlement de terreur. Affolé, Kélim se tassa dans un coin en gémissant. Toute fuite était impossible, nous étions coincés, faits comme des rats. Le monstre nous regarda à tour de rôle, puis gronda de plaisir. « Il va me dévorer en premier, » affirma Colin. « Je n'aurais jamais dû lui jeter ma BD à la figure. »« Si ça peut te rassurer, il va tous nous exterminer, » dis-je, terrifié. « Parce que nous avons tous essayé de le tuer. Il faut absolument faire quelque chose. »« Oui, mais quoi ?» Le monstre fit encore un pas, ouvrant sa gueule, faisant claquer ses dents jaunes bien aiguisées. Une salive épaisse coula de sa gueule. Avançant de plus en plus, il nous fixait de ses yeux luisants et rouges. Tout à coup, je m'aperçus que je tenais encore la pelle. La soulevant des 2 mains, je fis des moulinets pour le tenir à distance. « Va-t'en » lui criai-je. « Fiche-nous la paix, à la fin. Allez, recule, fiche le camp » hurlai-je en lui portant dans l'estomac un coup qui aurait pu assommer un bœuf. D'abord silencieux, il rejeta sa tête en arrière et poussa un grognement terrible qui ébranla les murs du réduit. Titubant, il m'arracha la pelle des mains et la lança dans la cuisine, comme si c'était un vulgaire brin de paille. Je me souvins alors qu'il y en avait une autre, et voulut m'en emparer. Mais le monstre devina mon intention et l'attrapa. Il la brisa en 2 avec ses mains puissantes et en rejeta les morceaux. Il fallait impérativement trouver une idée. Brusquement, un éclair me traversa l'esprit. La 2e lettre des grands-parents, celle que nous n'avions pas ouverte. « Colin, vite, ouvre la 2e lettre, elle nous dira peut-être ce qu'il faut faire. » Glacé d'effroi, il me dévisageait sans me voir, les yeux dans le vague. « Colin !» articulai-je à travers mes dents serrées. « Ouvre-la tout de suite !» Il réagit. D'une main tremblante, il parvint à sortir l'enveloppe de sa poche et tâtonna pour la décacheter. « Vite, Colin !» hurlai-je. Enfin, il finit par déchirer un des coins. Trop tard. Le monstre avait plongé sur moi, m'arrachant un hurlement. Attrapant un de mes bras, il me secoua comme un prunier avant de m'attirer à lui. Le monstre me plaqua contre sa fourrure parsemée de mousse humide. Dégoûté, je pus voir de près son ignoble visage, ses yeux globuleux, injectés de sang. Je détournai la tête, horrifié. Maintenant son étreinte, il souffla sur moi son haleine fétide. Puis, il ouvrit en grand sa gueule. Hurlant de toute la force de mes poumons, je me débattais comme je pouvais. Mais il me serrait de plus en plus fort. « Laisse-moi partir » suppliai-je. Il me répondit par un beuglement. Son souffle, nauséabond, me frappa de plein fouet. Je reconnus l'odeur du marais. Tentant de me libérer, je frappai son bras de mon poing libre. « S'il te plaît, laisse-moi partir » répétai-je. Colin vint alors à mon secours et tenta de me dégager en me tirant par le bras de toutes ses forces. « Lâche-la » cria-t-il. Kélim se précipita à son tour, les babines retroussées.
Grognant férocement, il planta ses crocs dans la patte poilue du monstre. Étonné, celui-ci sursauta et recula, m'entraînant avec lui. Mais Kilim ne lâchait pas prise. Ses dents restaient enfoncées profondément dans la chair. En grondant, la créature leva la jambe et d'une secousse brutale fit voler le chien à travers le réduit. « Kilim, Kilim !» me lamentai-je. « Il n'a rien, » me rassura Colin qui tentait toujours de me libérer. La bête s'en prit alors à lui et l'envoya balader contre le mur. Me tenant toujours fermement, il m'éleva à la hauteur de sa tête. Ouvrant la bouche toute grande, le monstre déroula sa langue de serpent. Et il se mit à lécher mon bras de haut en bas et de bas en haut. Puis il ouvrit sa gueule et se prépara à croquer ma main. « Non !» hurlai-je tellement fort que ma gorge me brûla. Le monstre avait les mâchoires écartées pour dévorer ma main. Tout à coup, il lâcha brusquement prise et me laissa partir. Il recula, ses yeux exorbités et humides fixant mon bras couvert de sa salive dégoûtante. Levant ses deux mains, il serra sa gorge. Cherchant l'air, ne pouvant plus respirer, il arriva à articuler d'une voix étouffée. « Quel âge avez-vous » ? « 12 ans, bégayai-je. « Quoi ? Hein ?» Voilà qu'il parle maintenant, bredouilla Colin, à moitié assommé. Visiblement désespéré, le monstre rejeta sa tête en arrière et grogna. « Oh non, j'ai une allergie mortelle aux enfants de 12 ans. » Les yeux révulsés, il trébucha et vint s'écrouler contre la porte qui céda sous son poids. Le marais et le coucher du soleil apparurent. Puis, il resta là, allongé sur le ventre, immobile. Sans le quitter des yeux, je m'essuyai le bras. Était-il vraiment mort cette fois-ci ? « Allez, Barbara, on s'en va, » dit Colin en me poussant brutalement vers l'encadrement de la porte défoncée. En enjambant le monstre, je jetai un coup d'œil sur lui. Inerte, il avait les yeux fermés et ne respirait plus. « Vite, Barbara, filons !» Doutant toujours que l'horrible créature soit morte, je ne pus m'empêcher de le regarder une dernière fois. Mais ce dont j'étais réellement certaine, c'est que je n'allais pas rester planté là plus longtemps pour le vérifier. Nous passâmes le seuil en courant et retrouvâmes Kilim qui nous attendait déjà dehors, sagement assis. Nous nous précipitâmes sur le petit chemin qui s'enfonçait dans les marécages. Je fus stupéfaite que la nuit tombe aussi vite. Cela prouvait que nous avions lutté avec la bête une bonne partie de l'après-midi. La lune s'était levée et brillait entre les cyprès, les éclairant d'une lueur bleuâtre. Fantastique. La boue me montait jusqu'aux chevilles. Nous avancions péniblement sur le sol spongieux à travers de hautes herbes et la brume. Nous étions tellement affolés et éreintés que nous eûmes bien du mal à éviter les trous d'eau profonds où des racines étaient enfouies. Sur notre passage, j'écartai avec de grands gestes brusques les longs filaments gris qui pendaient des arbres. Je les arrachai lorsqu'ils se plaquaient sur mon visage. Nous nous arrêtâmes quand nous fûmes suffisamment loin de la maison. Le monstre nous avait-il suivis ? Je tendis l'oreille, mais je ne perçus aucun piétinement sourd, aucun grognement suspect. « Cette fois, ça y est, il est mort, c'est sûr !» m'écriai-je, soulagé. « Oui, » ajouta Colin, « nous sommes enfin libres. » Peu à peu, la tension accumulée se relâcha et nous ne prîmes plus de précautions particulières, évitant juste les mares obscures et les racines tordues. Mais l'atmosphère n'était malgré tout pas très sympathique. La nuit se peupla de sons étranges, gloussements, pas rapides, cris perçants. J'essayai de ne pas y prêter attention. De toute façon, rien ne pouvait être pire que la bataille que nous venions de remporter. « Dis donc, Colin, et l'autre lettre, on ne l'a jamais lue ?» lui fis-je remarquer. « Et alors on s'en moque puisque la créature est morte. Dans la première, il nous conseillait bien de la tuer, non ? Où est-elle cette lettre ? Je veux savoir ce qu'elle raconte. » Colin sortit l'enveloppe toute chiffonnée de la poche de son jean. Pendant qu'il la dépliait, un cri féroce traversa le marécage. « Je ne crois pas qu'il faille la lire maintenant, tu sais, » murmura Colin. « On devrait plutôt attendre d'être en ville, quand on aura téléphoné aux parents. »« Non, lis-la tout de suite. Tu ne veux pas savoir ce qu'il conseille ?»« Pas vraiment, non, » fit-il, en claquant des dents. « Moi si. »« Bon, d'accord, » céda-t-il. Décachetant l'enveloppe, il en retira une feuille de grand-père. Un vent léger se leva qui rendit plus proches les cris des animaux. Impressionnant, les arbres noirs frémissaient. Colin commença lentement. « Mes chers enfants,
nous espérons que tout va bien. Mais, dans notre première lettre, nous avons oublié de vous prévenir de quelque chose. Si le monstre sort de la pièce, où il est enfermé, et si vous le tuez, si vous vous échappez de la maison, surtout restez sur la route. Ne vous engagez sous aucun prétexte dans le marais. » Colin poussa un gémissement et faillit s'évanouir. « Allez, continue, ordonnai-je. » Malgré l'obscurité, il poursuivit. « La famille du monstre vit dans le marais. Ils sont plus de 12. Nous pensons qu'ils vous attendent à bras ouverts. » Mon cœur se mit à battre plus vite. Colin reprit. « Nous les avons vus dans le marécage, et nous les avons entendus siffler. Ils sont probablement furieux que l'un d'entre eux ait été capturé, et ils patientent pour se venger. Donc, quoi qu'il arrive, évitez à tout prix le marais. Bonne chance à tous les deux. C'était signé Ross et Eddie qui vous aiment. » Ému, Colin laissa tomber la lettre qui atterrit sur le sol détrempé. Me tournant posément, j'aperçus des ombres qui se déplaçaient autour de nous. « Barbara, tu entends ça ?» parvint à dire Colin d'une voix étouffée. « Qu'est-ce que c'est ? » Ça m'a tout l'air d'un sifflement. Tu ne crois pas ? » « C'est bien ce que je pensais, murmura-t-il. Qu'est-ce qu'on fait ? Tu as une idée ? » ?»« Non, Colin. Aucune. Et toi ? » Et voilà comment se termine Comment tuer un monstre. Alors, si vous voyez les bêtisiers, il y a pas mal de choses que j'ai dit là-dedans. Donc je vous invite à aller voir, non pas forcément pour seulement rigoler, mais aussi pour voir ce que j'y ai dit, parce que je vais pas répéter tout maintenant. Moi j'ai dit que les grands-parents c'était vraiment des débiles mentaux, il faudrait les enfermer eux, hyper dangereux pour les enfants au lieu de les emmener avec. Mais je raconte tout ça pendant la vidéo. Je me rappelle pas toujours de toutes les fins de tous les livres qu'on a lus, mais celle-ci, pire fin ever. Pire fin ever. Allergique aux enfants de 12 ans. J'ai réagi, donc encore une fois dans la vidéo, Bêtisier et Lisra, mais c'est n'importe quoi. Quand j'ai lu cette phrase, allergique aux enfants de 12 ans, n'importe quoi. S'ils avaient eu 11 ans et demi, il aurait juste eu un rhume, le mec. Il serait pas mort. L'histoire est bien, elle est cool, elle donne des frissons, on se demande quoi, le monstre et tout ça, mais je trouve que les grands-parents, ils sont assez énervants de ce qu'ils ont fait, et la fin, la fin, elle est vraiment nulle. Quelle nullité. L'auteur aurait pu trouver mieux. J'espère que vous, de votre côté, vous l'avez apprécié. Si vous dormez, je suppose que vous réécouterez cette histoire plus tard. Commentez pour me dire ce que vous avez pensé de l'histoire, et si, comme moi, vous trouvez que la fin est vraiment absurde. Enfin, je vais enlever encore mes lunettes. On va se laisser sur le synopsis du prochain tome, le numéro 35, le coup du lapin. Bien dégueulasse, le lapin, j'en voudrais pas. Donc, si vous êtes encore réveillé, commentez, likez, partagez la chaîne ASMR pour ceux qui aiment la ASMR, les lectures audio et chair de poule. Et abonnez-vous pour ne rater aucune autre vidéo, bien évidemment. Synopsis du coup du lapin, du coup. Le coup du lapin, passion imprudente. Tour de cartes et de passe-passe, Timothée Saulnier est passionné par la magie. D'ailleurs, il fait tout pour ressembler à son idole, Rak Kapak. À la demande du magicien, il accepte même de disparaître dans une trappe. Lors de l'un de ses spectacles, a-t-il raison de se porter volontaire ? Pouvait-il imaginer qu'il trouverait, au fond d'un long couloir, une mallette maudite, au pouvoir insoupçonné ?